suivez Africa Today, nouvelle édition. Voici les titres du journal. Les images sont peu reluisantes. Conakry s'est réveillé sous les eaux ce jeudi. Ordures par-ci et par-là, le constat est amer et non appréciable après les premières pluies. 650 millions de dollars US, c'est la somme qui devra servir à l'extension de la compagnie de bauxite de Guinée. C'est en tout cas ce qui ressort d'une rencontre récente entre le directeur général de cette entreprise minière et les ministres des Mines et du Budget à Bokeh. Ailleurs dans le monde, désamorcer la crise, proposer des solutions, c'est la mission des ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer dépêchés en urgence en Guyane. Pour Paris, il s'agit d'apaiser la colère d'un territoire paralysé par un mouvement social depuis une semaine. C'est tout pour les titres, les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous, tenue ce jeudi de la session ordinaire du Conseil des ministres. La session a porté entre autres sur les instructions du chef de l'État, l'examen des textes et la communication des ministres, notamment celui du travail, du commerce et de la jeunesse. La chef du département des travaux publics a exposé, elle par exemple, sur le processus de création de l'agence routière en République de Guinée. Explication d'Aouda Mohamed Kamara. La session de ce 30 mars a duré 2h30 et le Conseil a successivement écouté et débattu des examens des textes et des contenus de communication. Mais avant, c'est le président de la République qui a d'abord instruit le gouvernement. Monsieur le président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité de prendre des mesures de sensibilisation, mais aussi de prévention et de sanction contre les actes d'incivisme et la propension à se rendre justice. Le chef de l'État a instruit les départements concernés à faire le point sur les marchés de construction attribués, payés, mais non encore achevés. Le président de la République a demandé au ministre en charge du secteur éducatif de commencer à mettre en œuvre les recommandations du rapport de la commission de réflexion sur le système éducatif. Le chef de l'État a enfin invité le ministère en charge de l'urbanisme à maintenir la vigilance sur les domaines fonciers de l'État afin d'éviter les ventes et occupations illégales. En prélude au centenaire de l'Organisation internationale du travail, le ministre des tutelles a soumis au Conseil l'examen du projet d'arrêté portant création du Comité national scientifique tripartite inclusif préparatoire. Pour l'initiative sur l'avenir du travail, les thématiques suivantes sont inscrites: travail et société, des emplois décents pour tous, l'organisation du travail et la production et la gouvernance du travail. Il a expliqué que le produit des travaux de réflexion de ce comité vont servir de plaidoyer pour que l'approche guinéenne et africaine soit pleinement prise en compte dans les grandes décisions qui seront prises lors du centenaire de l'OIT et qui détermineront la manière dont les aspects politiques, juridiques, sociaux et économiques du travail seront adressés pour les prochaines décennies. Dans ce sens d'ailleurs, les défis pour l'Afrique et la Guinée restent les mutations technologiques, les exigences environnementales et l'explosion démographique. Pour le ministre du Commerce, Marc Yambouno a soumis l'examen du projet de décret portant autorisation de mise à la consommation des produits en Guinée. Il a indiqué que les consommateurs manifestent un grand intérêt aux conditions de production, de transformation et de commercialisation des aliments. À cet effet, les consommateurs interpellent les gouvernements à assumer davantage de responsabilités pour assurer la sécurité sanitaire et la protection des aliments. Le ministre a également affirmé que ce projet de décret vise à interdire la vente d'aliments dont la nature et la qualité ne sont pas celles attendues par l'acheteur. Le projet de décret du ministre de la Jeunesse, lui, était relatif à la fixation des conditions de création, d'organisation, fonctionnement et contrôle des centres d'accueil de collectifs d'enfants et de jeunes. Il a été constaté que le décret 96-086 de 1996 et son arrêté d'application ne précisent pas le niveau de qualification requis pour chaque type d'animation et qu'ils ne font pas également référence aux projets éducatifs et aux projets pédagogiques sur la base desquels se construisent les activités en accueil de collectifs de mineurs et de jeunes. Le ministre a expliqué que les activités organisées dans ce volet sont initiées par des structures privées qui n'ont pas de qualification professionnelle et qui n'observent aucun respect de la réglementation elle-même
insuffisante et peu connue. La communication du ministre du Budget a porté, elle, sur l'organisation de l'Assemblée annuelle des établissements publics à caractère administratif et celle des travaux publics, elle, était relative à l'agence routière en République de Guinée. D'une session à une autre, à la deuxième session des pourparlers entre le gouvernement guinéen et l'Union européenne s'est également tenue ce jeudi à Conakry. La rencontre a tourné autour des thèmes la consolidation de la démocratie, l'immigration clandestine, la lutte contre la corruption, l'impunité et l'efficacité de l'aide publique européenne au développement. Une cérémonie qui a regroupé les membres du gouvernement et les représentants de l'institution européenne. Moussa Sefa Kamara signe ce compte rendu. C'est pour contribuer au renforcement de la sécurité, la paix, la stabilité, l'impunité, mais aussi l'efficacité de l'aide publique au développement de l'Union européenne que cette deuxième session a eu lieu entre les autorités guinéennes et les représentants de cette institution. Au cours des débats, un accent particulier a été mis sur la migration, un phénomène qui inquiète le gouvernement et les délégués de l'institution européenne. Pour le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, pour diminuer ce flux migratoire, il faut nécessairement quelques pistes de solutions qui devront encourager la couche juvénile de rester sur place. Pour juguler cela, il faut orienter des nouveaux types de projets spécifiquement sur la formation, l'insertion et l'emploi des jeunes sur place. Plus les jeunes auront les moyens de s'épanouir sur place, moins ils iront tenter l'aventure dans des conditions difficiles que vous connaissez ailleurs. Au cours de la réunion, il a été question de l'économie. Selon le représentant de l'Union européenne, plusieurs instruments sont déjà en cours afin que l'économie guinéenne se stabilise et connaisse une croissance. C'est un accompagnement du gouvernement. Nous sommes aussi dans une période de croissance de la coopération. Les fonds du 10e Fonds européen de développement ont pour l'essentiel été débloqués fin 2013 et depuis 2014, nous œuvrons avec le gouvernement et notamment à travers le ministère de l'Économie et des Finances, Ordre national du FED, pour leur bonne mise en œuvre. Ce dialogue politique fait suite à celui tenu en 2014 et l'objectif recherché est d'encourager la compréhension mutuelle, faciliter la définition des priorités et des principes communs en vue de renforcer la coopération entre les deux parties au sein des enceintes internationales. Le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, a rencontré récemment les ministres des Mines et du Budget en visite à Boké. Au cours de ce tête-à-tête, il a été question notamment de l'extension de la CBG, les problématiques fiscales et celles communautaires. Ce sont plus de 650 millions de dollars US qui seront investis dans ce projet d'agrandissement de cette société minière dans la sous-préfecture de Kamsara. Les détails avec Alseni Diallo. C'est une réunion qui a duré près d'une heure et demie entre les ministres des Mines, du Budget et le directeur général de la CBG. Pendant la rencontre, le patron de cette compagnie minière a profité de l'occasion pour expliquer aux membres du gouvernement l'importance du projet d'extension de la société. Pour commencer, on peut dire que c'est un privilège et une occasion rare de rencontrer monsieur le ministre des Mines et monsieur le ministre du Budget en même temps. Donc on a eu une séance de travail fructueuse où on leur a principalement expliqué le projet d'extension de CBG. Donc globalement, comme vous avez pu entendre dans l'introduction, c'est un projet d'investissement et d'extension des capacités de production de la CBG pour un montant de plus de 650 millions de dollars, ce qui n'est pas financé par des bailleurs, des organismes de financement internationaux, à savoir l'OPIC, la Société financière internationale qui relève de la Banque mondiale et puis une agence d'exportation allemande. Depuis son installation en 1963, la société minière de la CBG a fait des prouesses auprès des citoyens à la base. Il s'agit notamment de la réhabilitation et l'entretien d'infrastructures communautaires comme les écoles, les centres de santé, les adductions d'eau et les routes. On peut regarder ça sur deux volets. Premièrement, ce qui nous est demandé en tant comme taxe communautaire, que nous versons régulièrement, et secondairement, de notre propre initiative, on a un budget de plus de 600 000 dollars que nous investissons pour les communautés chaque année. Les perspectives qu'on a évoquées, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux qualifier ce que nous faisons déjà, et ensemble comment on peut se donner la main sur le plan fiscal, sur le plan
revenu communautaire, sur le plan de développement communautaire. Parlant justement de cette problématique fiscale, le directeur national des impôts a salué les efforts de la CBG qui a payé pour février-mars 2017 un montant de 11 milliards de francs guinéens. Du point de vue fiscalité avec la CBG, ça se passe très bien. Aujourd'hui, la CBG reste l'une des sociétés minières qui a développé un partenariat gagnant-gagnant avec l'État, où l'État est actionnaire à 41%. J'ai dit tout à l'heure à la compagnie, c'est de continuer à travailler avec notre administration dans le cadre de la transparence budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, autour de ces compagnies minières, nous assistons très souvent à des tensions sociales. Et l'origine de ces tensions sociales est que les montants très souvent octroyés à ces localités n'arrivent pas dans les conditions normales. Chaque communauté a un plan de développement local. C'est une façon pour l'État d'accompagner ce plan de développement local dans le cadre du financement. Pour atteindre son objectif dans la transparence budgétaire et éviter des remous au sein des communautés, les autorités ont décidé de reverser les revenus de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe professionnelle unique selon la clé de répartition sur un compte unique orienté vers les populations à la base. L'affaire AOB, Fatou Badjar et Jean-Guy Lavogui, le feuilleton continue. Désormais, tous les regards sont tournés vers le tribunal de première instance de Dixine. Mais avant la tenue de ce procès tant attendu, l'on se demande comment expliquer cette cassation du jugement de la Cour d'assises par la Cour suprême. Une question qu'a tenté de répondre ce jeudi le juriste Mohamed Kamara, invité de l'émission La Tribune de l'Actualité Plus. Décryptage Aïssata Fofana. Aux menaces proférées dans des réunions ou lieux publics. C'est un verdict qui redonne de nouveau le sourire aux avocats du camp AOB et ses co-détenus impliqués dans ce procès depuis l'arrestation de leurs clients. Les sous disent des moutères FEMA. Aujourd'hui, je ne sais pas comment exprimer ma joie. J'ai des sentiments de satisfaction. Je pense que c'est la victoire de la justice guinéenne, c'est la victoire du peuple de Guinée, c'est la victoire des avocats de la défense. En détention à la maison centrale de Kaloum depuis le lendemain du 19 juillet 2011, le commandant AOB Jean-Guy Lavogui écopait de la prison à perpétuité et Fatou Badjar de 15 ans de réclusion criminelle. Une décision de la cour d'assises pourvue en cassation par ces derniers, non contents du sens du jugement rendu. Pour le juriste Mohamed Kamara, 4 options s'offraient à la Cour suprême pour rendre cette sentence. Elle peut dire qu'elle casse la décision pour incompétence de la juridiction à la base. Et si c'est le cas, la Cour va orienter le dossier au niveau de la juridiction qui est compétente. La deuxième possibilité, c'est que la Cour suprême peut casser une décision rendue par la juridiction à la base lorsqu'elle sent qu'il y a violation de la loi. Ou elle peut décider de l'envoyer au niveau d'une même juridiction mais du même ordre. Et enfin, la quatrième possibilité, c'est qu'elle peut casser sans faire de renvoi si elle décide de mettre fin au litige. Mais pour juger à nouveau cette affaire, la Cour suprême devra passer la main au tribunal de première instance de Dixine, désormais habilité selon une nouvelle loi, comme les autres TPI, à juger les assises criminelles. On est dans un cadre d'espèce réglé par exemple par les articles 80 et suivants de la loi sur la Cour suprême qu'on appelle la loi organique 08 du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Donc on a à ce niveau. Il y a maintenant une nouvelle loi, la loi 019, qui a réorganisé la justice. Donc, voyez-vous, les assises maintenant sont carrément gérées par les tribunaux de première instance. Sinon, on aurait parlé tout de suite là de la cour d'appel encore. Voyez-vous, c'est pourquoi les gens sont un peu étonnés pour dire, mais pourquoi c'est pas revenu au niveau de la cour d'appel? Parce qu'en son sein, on peut organiser des assises. Une petite victoire pour les avocats de la défense donc, qui comptent user de tous les recours pour enfin libérer leurs clients accusés dans l'affaire de l'attaque perpétrée contre le domicile du président de la République.
Un mot de santé dans ce journal, on revient sur l'hypertension artérielle, une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos différents centres hospitaliers. Quels sont les facteurs qui peuvent prédisposer à cette maladie? Diao Bachir a rencontré un cardiologue, suivez son reportage. Selon une enquête réalisée par l'Association guinéenne de cardiologie, 30% de la population est touchée par cette maladie. Ce boom de l'hypertension artérielle devrait amener la population à adopter un mode de vie plus sain, notamment dans l'alimentation. Dr Abdoulaye Kaba revient sur les facteurs qui peuvent augmenter le risque d'attraper cette maladie. La surconsommation du sel est un facteur qui prédispose à une élévation des chiffres tensionnels. Le tabac est un facteur qui peut prédisposer à l'élévation des chiffres tensionnels. Il y a aussi la consommation abusive du sucre. Pour ce cardiologue, la lutte contre les maladies cardiovasculaires devrait être une préoccupation de tout le monde. Car, dit-il, les crises cardiaques n'épargnent aujourd'hui aucune catégorie sociale. La lutte contre les maladies cardiovasculaires doit interpeller tout le monde. Parce que ces maladies-là n'épargnent personne, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois enfant ou vieux, que tu sois femme ou adulte. Sur les 17 millions de décès liés aux maladies cardiaques par an, 8 millions de personnes meurent de l'hypertension artérielle, a indiqué le président de l'Association des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie. Première pluie à Conakry, les images se passent de commentaires, mar d'eau par-ci, caniveau bouché par-là, ordures entassées, un peu partout sur la chaussée. Voici le constat fait ce matin par notre reporter Oumar Sow dans plusieurs endroits de la capitale. Suivez. Des citoyens de Conakry se sont réveillés ce jeudi matin avec une forte pluie tombée depuis la nuit. Des averses qui ont causé assez de dégâts matériels dans les habitations, les marchés et même au niveau de la foire internationale qui se déroule présentement au Palais du Peuple. Avec tout ça, on a eu beaucoup de dégâts. Les affaires sont mouillées beaucoup. Bon, même à l'air là, on n'a pas de tracé d'abord. Ils sont en train de faire un peu. Bon, il y a beaucoup qui sont gâtés quand même. Comme quoi par exemple? Les habits. Notre affaires, les chemises, les tout, il y a beaucoup qui sont gâtés. Face à l'énormité des dégâts, les exposants de produits artisanaux venus de l'étranger parlent d'une mauvaise organisation. Pour eux, même la qualité des tentes installées ne peuvent résister à l'effet du vent. En tout cas, la pluie, c'est imprévu. Nul, en tout cas, c'est accident, mais et aussi les organisateurs, en tout cas, ils n'ont pas respecté leur travail. En tant qu'un phare international, et même ils devraient mettre les stands en solide. Parce que si vous voyez que les dégâts étaient comme ça, parce que les stands n'étaient pas en solide. Donc voilà, c'est des tissus qu'ils ont mis en place. Est-ce que vous comprenez? Donc avec le vent, avec la pluie, en tout cas le tissu ne peut pas tenir ça. Du côté du marché de Avaria, c'est le désordre total. Chacun fait de son mieux pour se frayer du chemin. Certains étalagistes sont tenus de se mettre devant les faits dans le souci de gagner leur quotidien. D'autres jeunes par contre, munis de charrettes, profitant de cette inondation qui empêche les piétons de rallier leur destination, font du business. Les passants, eux, sont tenus obligés de payer pour qu'on les aide à franchir le bout de la rive. Bon, il faut qu'on s'embarque dans les charrettes et les dames aussi, les enfants ici, encore, ils veulent nous faire traverser. Dans les charrettes, on paye 1000 francs, 1000 francs, 2000. Face à cette situation, des citoyens dénoncent le non-curage des caniveaux d'évacuation des eaux usées. C'est le manque de caniveaux, parce que les caniveaux sont remplis avec les autres. Bon, c'est pourquoi c'est ça qui nous est fatigué ici. Ce qui préoccupe d'ailleurs certains observateurs, c'est la période à laquelle cette pluie est tombée à la fin du mois de mars, c'est-à-dire en pleine saison sèche. Preuve que les effets du réchauffement climatique n'épargnent plus la Guinée. Les dégâts enregistrés sont un signe annonciateur de ce qui pourrait arriver pendant la saison hivernale prochaine si les caniveaux ne sont pas curés et qu'on cesse de jeter les ordures partout, mais surtout de rompre avec les constructions anarchiques dans les quartiers. La vente des esclaves a continué en Guinée, même après l'abolition de la pratique. Des archéologues américains et guinéens viennent de faire une découverte de vestiges qui confirment cette thèse. Les recherches ont duré 5 ans sur le rio Pongo. Salou Yombuno nous en dit plus. L'esclavage a été aboli depuis 1830, mais a perduré en Guinée au-delà de cette date. Plusieurs années après, le rio Pongo continuait d'être un lieu favorable à cette activité commerciale illicite. Nyarabeli, la toute-puissante reine de la contrée, détenait encore le monopole de ce commerce.
Ce sont les résultats des fouilles d'archéologues américains guidés par des Guinéens qui nous le démontrent. Cette recherche nous montre que même après que l'esclavage s'était interdit ici, les gens ont continué à habiter ici et vendre les esclaves. Donc ça nous montre que la période a continué pour beaucoup de temps et ça contredit un peu l'histoire ancienne qu'on a pensée ici. Plusieurs objets découverts ont permis à ces chercheurs de soutenir cette thèse. On a trouvé beaucoup de céramique, la céramique importée, même la céramique locale, les verres, les bouteilles cassées, les perles, les choses de parure, beaucoup de morceaux de construction. Donc on peut analyser les maisons, comment est-ce que les gens habitaient au passé. À travers les résultats de cette fouille, le partenariat entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique se matérialise autrement. Pour le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, Siaka Barry, c'est une nouvelle chance donnée à la jeune génération pour comprendre un autre pan de l'histoire du pays. L'exposition Une session archéologique au Rio Pongo est une porte ouverte sur la traite clandestine des esclaves dans notre pays. Une main tendue à la nouvelle génération appelée à mieux cerner notre passé pour gagner enfin le combat du développement futur. Mesurant en juste titre l'importance de ces fouilles pour la Guinée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lui, citant le chercheur Djibril Tamsir Niane, rappelle qu'il reste encore un énorme trésor à découvrir à travers les recherches dans l'histoire de la Guinée. Le professeur Tamsir Niane m'a dit que nous avons des milliers de sites archéologiques en Guinée. Lui-même a participé aux fouilles de Niani, qui est l'ancienne capitale de l'Empire du Mali, qui se trouve en Guinée ici. Il a dit que les fouilles ne sont pas encore terminées. Il m'a parlé des grottes du Fouta, des manuscrits qu'on trouve ailleurs, et aussi des forts que nous avons un peu partout dans le pays. Ça veut dire que si nous mettons en place cette chaire d'archéologie et d'anthropologie, il y a du travail pour des milliers de Guinéens. Les deux départements entendent, au dire du ministre de l'Enseignement supérieur Abdoulaye Robalde, rendre effective la mise en place de cette chaire d'archéologues pour sauver le patrimoine historique guinéen. Un chiffre qui donne le vertige. D'après l'ONU, plus de 30 millions de personnes souffrent de malnutrition, soit la pire crise alimentaire depuis la Seconde Guerre mondiale. En cause, la sécheresse, les conflits. 5 pays sont particulièrement touchés, dont le Somalie, où les structures humanitaires sont débordées par un afflux sans précédent de réfugiés de la faim. Regardez. Nalo, 26 ans, vient de voir l'un de ses enfants mourir de faim. La petite parcelle de terrain qu'elle cultivait avec son mari ne produit plus rien depuis plusieurs mois. Après le décès de son enfant, elle a pris la route. Plusieurs jours de marche jusqu'au camp Al-Adala près de Mogadiscio, où elle vient de trouver refuge. Nous avions faim, nous avions soif, nous n'avions même pas d'eau à boire. On a perdu notre bétail. Ces animaux étaient notre seul moyen de subsistance. Comme Nalo, près de 260 000 personnes ont dû laisser leurs terres et leurs maisons depuis novembre 2016, estime l'ONU, à cause de la sévère sécheresse qui touche de nouveau la Somalie. Ce camp de fortune a vu ces derniers jours un afflux massif de déplacés. Quelques 1000 familles occupent l'espace déjà confiné. La menace de famine pèse sur le pays tout entier. Ici à Baidoa, à quelques 200 km de la capitale Mogadiscio, les humanitaires s'inquiètent. Aujourd'hui, nous traitons environ 70 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère et le nombre augmente de jour en jour. Selon les agences humanitaires, quelques 3 millions de personnes sont menacées de famine en Somalie à cause de la sécheresse. Une crise alimentaire amplifiée par les années de conflit avec l'insurrection islamiste Shebab. Le nouveau président somalien a fait état le mois dernier de catastrophe nationale. La Somalie est l'un des 4 endroits ciblés par un plan d'aide des Nations Unies d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars lancé le mois dernier pour éviter une famine généralisée. Le Yémen, le Nigeria, le Soudan du Sud sont eux aussi menacés de catastrophes humanitaires.
C'était plutôt la Somalie. Direction maintenant le Congo. Gédéon, un nom qui fait peur dans la région du Katanga, celui d'un chef de guerre condamné à mort pour crime de guerre en 2009. Évadé en cavale, il avait rendu les armes. Aujourd'hui, il bénéficie d'une drôle d'impunité et ses anciennes victimes vivent dans la peur. Suivez. Octobre 2016. Gédéon, un t-shirt à l'effigie du président Kabila, vient de se rendre aux autorités après 5 ans de cavale. Évadé de prison en 2011, ce chef d'une milice Maïmaï avait été condamné à mort pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Est-il retourné derrière les barreaux depuis sa reddition? Eh bien non. À la stupéfaction de ses victimes qui aujourd'hui se terrent. Cet homme préfère rester discret. Son épouse a été abattue par les hommes de Gédéon en 2004. Ils l'ont abattu à coups de balles et on a mutilé son corps, semble-t-il pour des fétiches et pour les cannibalismes et tout ça. Ses seins et son sexe découpés pour être mangés. Son fils avait 17 ans quand il a perdu sa mère. Le gouvernement qui reçoit Gédéon en triomphe. Vous voyez ce que ça peut faire. On est en sécurité, donc on dirait qu'on est abandonné. On a été devant la justice avec Gédéon, avec ses alliés, mais ces mêmes alliés sont revenus encore avec lui. Ils nous connaissent, ils peuvent faire du n'importe quoi sur nous. Quelle est la situation pénale de Gédéon aujourd'hui? Pas de réponse du gouverneur du Katanga, absent de Lubumbashi. L'armée, l'Agence nationale des renseignements, pas de commentaire. Nous tentons donc la cour militaire qui a jugé le milicien. Nous tournons en caméra cachée. C'est quoi le statut aujourd'hui de Gédéon? Ah non, là je ne peux pas. C'est lui-même qui les dossiers Gédéon, je ne connais même pas. Une chose est sûre, Gédéon est en ville, logé aux frais de l'État, dans un quartier huppé de Lubumbashi. Sa résidence gardée par des militaires. Il a accepté de répondre à nos questions par téléphone. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Je vis comme un citoyen dans son pays. Vous pouvez sortir ou pas? Oui, je veux sortir. C'est parce que j'ai confiance de l'État de mon pays. C'est parce que je suis un Congolais. Moi, je suis entré dans le main de l'État congolais. Gédéon nous apprend en tout cas qu'il a créé un parti, le MIRA. J'ai un parti politique très fort. Il y a de milliers de membres. On ne peut pas les compter. Là, nous allons soutenir la majorité présidentielle qui est notre famille politique. Je suis à côté de Joseph Kabila. Au Katanga, il y a 110 familles de victimes censées être indemnisées pour les crimes de Gédéon et sa milice. 110 familles qui n'ont obtenu à ce jour ni justice, ni indemnisation. Mission déminage en Guyane, Mathias Fekel et Erika Barej sont arrivés à Cayenne ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur et la ministre d'Outre-mer ont été dépêchés par Paris pour désamorcer la crise sociale qui paralyse le territoire depuis une semaine. Suivez. Le convoi ministériel est arrivé sous bonne escorte. Mathias Fekel, le ministre de l'Intérieur. On s'exprimera dans quelques instants. Merci beaucoup. Et Erika Barej, ministre des Outre-mer. 2 représentants du gouvernement dépêchés en Guyane pour tenter de trouver une issue à la crise. Nous rencontrerons toutes celles, tous ceux qui souhaitent sereinement, avec détermination, avec la connaissance des difficultés, mais avec aussi la volonté d'aller de l'avant, construire l'avenir de la Guyane. 8 minutes de déclaration, pas d'annonce officielle. Au pied de la préfecture où les ministres s'expriment, ils sont au même moment plusieurs dizaines rassemblés. Des habitants qui réclament des actions concrètes et les membres du collectif des 500 frères leaders de la mobilisation. Mais nous, on sait déjà ce qu'on attend. On a les dossiers à présenter. On attend de voir ce qu'eux, ils ont à nous dire. Dans la foule, certains ne cachent pas leurs doutes. Moi, je suis sceptique. Je demande à voir. Je ne suis pas du tout convaincue. Pour moi, c'est encore de belles paroles. On verra bien ce qui se passera, mais c'est pas encore ça.
C'est vraiment pas encore ça. Une première journée de négociation s'ouvre en Guyane. Le collectif des 500 frères devrait être reçu par les ministres dans les prochaines heures. 2 ans pour détricoter 44 ans de mariage, le Brexit est bien lancé depuis hier. Londres a officiellement demandé le déclenchement de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et donc beaucoup d'incertitudes pour les étrangers qui résident sur le sol britannique. Il serait quelques 3 millions au total des expatriés qui se sont pris en otage mais qui ne veulent pas servir de monnaie d'échange. Regardez. Depuis des mois, armés de leurs drapeaux, ils viennent manifester leur inquiétude sous les fenêtres de Westminster. Avec le déclenchement hier de l'article 50, les Européens au Royaume-Uni entrent dans l'inconnu. D'ici 2 ans, ils vont perdre le droit automatique de pouvoir résider en Grande-Bretagne et rien ne dit qu'ils ne seront pas renvoyés chez eux. Nous parlons de conjoints, de partenaires, de familles, d'enfants. Potentiellement, si toutes les règles actuelles sont appliquées, il pourrait s'agir du plus gros déplacement de personnes de l'histoire de ce pays en dehors des périodes de guerre. C'est écœurant. Selon les estimations, ils sont 3 millions de citoyens européens à vivre au Royaume-Uni. Ils ont créé un mouvement et un slogan diffusé aux autorités britanniques « I'm not a bargaining chip », je ne suis pas une monnaie d'échange. Ce mouvement des 3 millions, c'est ce Français de Bristol qui l'a lancé. Car il sent venir le moment où le gouvernement britannique risque d'utiliser un chantage lors des négociations avec l'Union européenne. Les Britanniques doivent de l'argent à l'Union européenne. Il y a quand même beaucoup de points comme ça qui pourraient être soulevés et les Britanniques pourraient dire est-ce que vous voulez que vos ressortissants restent ici ou pas? Est-ce qu'on va nous prendre en otage de cette façon-là? Pour l'instant, ça a l'air d'être la ligne du gouvernement. On peut rien prévoir au-delà de cette date de 2019. 2019, fin des négociations, une échéance que Véronique Martin vit comme une épée de Damoclès au-dessus d'elle et de son couple. Ancienne d'une promotion test d'Erasmus, elle est arrivée en Grande-Bretagne en 1984. Je suis tombée amoureuse du pays et je suis tombée amoureuse de Miles. Je me sens française, bien sûr. Je suis très attachée à mes racines, bretonne. Mais aussi, je me sens vraiment britannique. Je me sens totalement intégrée, je me sentais totalement intégrée et je me sens mais profondément européenne. Écrivaine, elle n'a pas eu d'emploi de salarié régulier. Malgré 33 ans de présence et de mariage, elle vient d'apprendre qu'elle n'atteignait pas les critères requis pour obtenir la résidence permanente ou la nationalité britannique. Si les choses ne changent pas, si le gouvernement ne nous accorde pas le maintien de nos droits, je risque l'expulsion très sérieusement. On se sent trahi. On m'a promis que j'étais chez moi. Et maintenant on me dit non, vous n'êtes pas chez vous. Qu'un Premier ministre, elle ou son gouvernement, puisse menacer notre mariage et notre avenir ici est quelque chose de vraiment déconcertant. C'est un sentiment horrible. Si la situation reste bloquée, Miles et Véronique pourraient devoir déménager en France. Grâce à leur mariage, l'obtention de la nationalité française pour Miles y serait plus facile et plus rapide. C'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous. Au revoir.